Cette question persiste dans les recoins silencieux de l'esprit, troublante et pourtant inévitable. Pour ceux qui ont enduré une souffrance profonde, le traumatisme est plus qu'un événement, il devient une lentille à travers laquelle ils se voient eux-mêmes, une histoire qui façonne chacune de leurs pensées et actions. Mais que se passe-t-il lorsque la douleur commence à s'estomper? Qui sommes-nous lorsque nos blessures ne nous définissent plus? Dépouillés de l'identité familière de la personne blessée, du survivant ou de l'être brisé, nous sommes confrontés à une incertitude à la fois terrifiante et libératrice. Cet essai explore le processus délicat de la découverte de soi au-delà du traumatisme, examinant comment la croissance post-traumatique, le travail sur l'ombre et la guérison de l'enfant intérieur peuvent nous guider vers la reconquête du soi qui existait, ou aurait pu exister, avant que le monde ne nous apprenne à cuirasser nos cœurs. Le traumatisme peut nous façonner, mais il n'a pas à avoir le dernier mot sur qui nous sommes. Le voyage de reconstruction ne consiste pas à effacer le passé, mais à découvrir ce qui reste lorsque nous osons demander « Qui suis-je sans ma douleur ?» Le traumatisme nous transforme au niveau le plus fondamental, altérant non seulement notre vision du monde, mais aussi notre perception de nous-mêmes. Il infiltre notre système nerveux, nos schémas de pensée et nos réponses émotionnelles, créant une version de nous-mêmes souvent méconnaissable par rapport à celle qui existait avant la souffrance. Cette transformation se produit progressivement, alors que des expériences répétées de blessures ou de trahison nous enseignent à nous adapter de manière à privilégier la survie plutôt que l'authenticité. Nous développons de nouveaux instincts, certains subtils, d'autres évidents qui s'ancrent si profondément en nous que nous oublions qu'ils n'ont pas toujours fait partie de nous. La personne qui faisait autrefois facilement confiance remet désormais en question chaque intention. Celle qui exprimait librement ses émotions les réprime maintenant pour éviter la vulnérabilité. Ces adaptations ne sont pas des défauts, ce sont des tentatives brillantes, bien qu'imparfaites, de notre psyché pour nous protéger. Pourtant, avec le temps, ce moi de survie peut éclipser notre vraie nature. Nous pouvons confondre nos mécanismes de défense avec des traits de personnalité, croyant que notre hypervigilance est simplement être responsable, ou que notre détachement émotionnel signifie que nous sommes naturellement indépendants. Plus nous nous identifions à ces mécanismes de protection, plus il devient difficile de distinguer ce que le traumatisme nous a appris à être de qui nous sommes réellement sous tout cela. C'est le dilemme central de l'identité post-traumatique. Lorsque la sécurité exige une trahison de soi, qui devenons-nous? Le retour à l'authenticité commence par reconnaître que si le traumatisme nous a façonnés, il n'a pas à nous définir indéfiniment. Le moi de survie a rempli son rôle, mais il n'a jamais été destiné à être la version finale de qui nous sommes. La croissance post-traumatique représente un changement profond dans notre relation à la souffrance. Contrairement à la résilience, qui implique un retour à l'état d'avant le traumatisme, la croissance reconnaît que certaines fractures nous changent définitivement, et que dans ce changement réside un potentiel. Les chercheurs Tedeschi et Calhoun ont découvert que les personnes qui vivent une croissance post-traumatique décrivent souvent un éveil paradoxal. Bien que la douleur n'ait jamais été souhaitée ou justifiée, elle est devenue le catalyseur d'une manière de vivre plus profonde et plus intentionnelle. Cette croissance se manifeste de plusieurs manières clés, chacune révélant comment la dévastation peut, de manière inattendue, faire place à la transformation. L'une des prises de conscience les plus courantes est la réévaluation de ce qui compte vraiment. Le traumatisme a une manière de consumer les préoccupations superficielles, laissant derrière lui un sens clarifié de notre but. Les relations peuvent devenir plus authentiques à mesure que les faux-semblants disparaissent. La force personnelle émerge non pas comme une force brutale, mais comme la certitude tranquille d'avoir survécu à ce qui semblait autrefois insurmontable. Plus frappant encore, beaucoup décrivent une appréciation accrue de la beauté fugace de la vie, non pas dans un déni naïf de la douleur, mais dans une capacité chèrement acquise à tenir simultanément la joie et la souffrance. Cette croissance ne se produit pas passivement. Elle exige un engagement actif avec notre douleur plutôt que de la contourner. Comme l'art japonais du kintsugi, où les poteries brisées sont réparées avec de la laque dorée, le processus honore les cassures plutôt que de les cacher. Le récipient devient plus précieux pour avoir été brisé, ses fractures faisant désormais partie de son histoire plutôt que de sa ruine. De même, la croissance post-traumatique n'efface pas nos blessures, mais les intègre de manière à nous permettre d'avancer avec une sagesse que nous n'aurions pu acquérir autrement. Le concept d'ombre de Carl Jung nomme une vérité inconfortable. Les parties de nous-mêmes que nous voulons le plus désavouer détiennent souvent les clés de notre intégrité. Le traumatisme exacerbe cette fragmentation, car les expériences de honte, d'abandon ou de violence relèguent certaines émotions et impulsions à l'inconscient. Nous pouvons y reléguer notre rage après avoir été punis pour notre colère dans l'enfance. Notre besoin d'affection y est enterré si notre vulnérabilité a été rejetée. Même des traits positifs comme l'ambition ou la joie peuvent devenir matière d'ombre s'ils ont été découragés dans notre environnement formatif.
L'ombre n'est pas intrinsèquement négative, elle est simplement ce que nous avons été conditionnés à rejeter en nous-mêmes. Le travail sur l'ombre est le processus délibéré, souvent inconfortable, de récupérer ces parties exilées. Il commence par remarquer nos projections. Les traits que nous critiquons véhémentement chez les autres sont souvent des indices sur nos propres aspects désavoués. L'arrogance d'un collègue qui nous irrite peut refléter notre propre désir supprimé d'être reconnu. La nécessité d'un ami pourrait déclencher notre honte face à la dépendance. Ces réactions externes servent de pistes menant à nos parts cachées. Tenir un journal peut éclairer ces schémas, surtout lorsque nous explorons nos réactions émotionnelles intenses. L'analyse des rêves offre une autre fenêtre, car l'inconscient communique souvent par symboles lorsque notre esprit conscient résiste à la vérité. Plus directement, le travail du miroir, parler à son reflet avec une honnêteté radicale, peut faire remonter des émotions longtemps enfouies. Le but n'est pas d'éliminer l'ombre, mais de l'intégrer avec compassion. Cette rage refoulée, une fois reconnue, pourrait se transformer en limite saine. Cette vulnérabilité honteuse pourrait devenir une connexion authentique. C'est l'alchimie du travail sur l'ombre. Ce que nous osons affronter perd son pouvoir destructeur et devient une source de profondeur et d'authenticité. Le concept de l'enfant intérieur est plus qu'une métaphore, c'est la vérité émotionnelle que nos premières expériences continuent de vivre dans nos réactions actuelles. Les neurosciences confirment que les traumatismes de l'enfance altèrent physiquement le développement du cerveau, créant des voies neuronales enclines à la peur, à l'hypervigilance ou à la honte. Ces adaptations étaient nécessaires à la survie dans des environnements dysfonctionnels, mais deviennent des obstacles à l'âge adulte lorsqu'elles détournent nos réponses face à des situations qui ne sont pas réellement des menaces. Une remarque anodine d'un patron déclenche une crise parce qu'elle rappelle une critique parentale. La brève indisponibilité d'un partenaire se transforme en panique d'abandon. Ce sont les blessures de l'enfant intérieur qui parlent, pas notre réalité d'adulte. Reconnaître ces schémas est la première étape vers la guérison. Les signes courants incluent des réactions émotionnelles disproportionnées par rapport à la situation actuelle, des comportements compulsifs, comme le perfectionnisme ou la recherche de l'approbation, qui nous protégeaient autrefois, ou des sentiments persistants d'être fondamentalement défectueux. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont les tentatives mal avisées de l'enfant intérieur de nous protéger selon des règles anciennes et dépassées de survie. La guérison commence par l'identification, remarquer quand une réaction du moment présent est en réalité une ancienne blessure déguisée. À partir de là, nous pouvons pratiquer le reparentage, nous offrir les soins, les limites et les réconforts dont nous avions besoin mais que nous n'avons pas reçus. Cela peut ressembler à des paroles apaisantes pendant la détresse, à fixer des limites saines sans culpabilité, ou à s'engager délibérément dans des activités ludiques et créatives, des activités qui ont pu être découragées dans l'enfance. Les exercices de visualisation, où nous réconfortons notre moi plus jeune, peuvent recabler des schémas émotionnels profonds. Avec le temps, ces pratiques construisent de nouvelles voies neuronales, remplaçant progressivement les réponses automatiques du traumatisme par des choix conscients d'adultes. Le but n'est pas d'effacer le passé, mais de devenir le gardien aimant dont notre enfant intérieur a toujours eu besoin. La reconstruction identitaire après un traumatisme ne consiste pas tant à découvrir un vrai moi caché sous la douleur qu'à écrire consciemment qui nous devenons après celle-ci. Cela exige de passer d'une endurance passive à une création active, à un passage de ce qui m'a été fait à ce que je choisis de faire avec cette expérience. Les valeurs remplacent les réactions comme notre boussole. Là où nous agissions autrefois par instinct de survie, nous faisons maintenant des choix alignés sur qui nous voulons être. Ce processus commence souvent par examiner nos comportements automatiques et demander « Est-ce moi, ou est-ce mon traumatisme qui répond ?» La personne qui cherche à plaire pourrait expérimenter le fait de dire non sans s'excuser. Le workaholic pourrait explorer le repos sans culpabilité. Chaque choix conscient érode l'emprise du traumatisme. Simultanément, nous identifions ce qui compte vraiment pour nous, non pas ce que nous avons été conditionnés à valoriser, mais ce qui résonne au plus profond de nous. Ces valeurs deviennent des pierres de touche lorsque d'anciens schémas refont surface. Les techniques de thérapie narrative peuvent aider à réécrire notre histoire personnelle. Au lieu d'un récit défini par la victimisation, nous en créons un d'agentivité et de croissance, non pas en niant la douleur, mais en la plaçant dans un contexte plus large de survie et de transformation. Des rituels peuvent marquer cette transition, brûler d'anciens journaux pour libérer le passé, écrire des lettres à nos anciens moi, ou créer une art symbolisant la renaissance. L'identité reconstruite ne consiste pas à oublier, mais à intégrer notre histoire sans en être contrôlé. Nous honorons nos cicatrices non pas comme des entraves, mais comme des preuves de notre capacité à guérir. Le chemin vers l'identité post-traumatique est rarement linéaire. La résistance surgit de manière prévisible, le familier, aussi douloureux soit-il, semble souvent plus sûr que l'inconnu. Il y a un deuil à libérer, même une image de soi nuisible,
car cela signifie renoncer à la personne que nous avons connue comme nous-mêmes, même si cette identité était construite autour de la survie. L'esprit s'accroche aux anciens récits avec une ténacité surprenante, chuchotant que nous ne sommes rien sans notre douleur, que le changement est une trahison envers notre souffrance passée. Cette résistance se manifeste souvent par de l'autosabotage juste au moment où des progrès deviennent tangibles, manquer des séances de thérapie lorsque des percées se profilent, ou revenir à d'anciens mécanismes d'adaptation en période de stress. Reconnaître ces schémas comme naturels, voire attendus, réduit leur pouvoir. Tout aussi courant est l'épuisement de la fatigue de guérison, lorsque le travail constant sur soi semble accablant. Ces moments appellent à l'équilibre, tempérer le travail sur l'ombre par l'autocompassion, associer l'exploration de l'enfant intérieur à la joie du moment présent. Peut-être le défi le plus déroutant est le vide existentiel qui peut émerger lorsque le traumatisme ne domine plus notre identité. Sans la lutte familière, la vie peut sembler momentanément dénuée de sens. C'est une période d'ajustement psychique, une désorientation nécessaire avant qu'un nouveau sens ne se cristallise. Les systèmes de soutien s'avèrent inestimables ici, amis de confiance, groupes de soutien ou thérapeutes qui peuvent témoigner de cette transition vulnérable sans nous précipiter vers une résolution prématurée. La reconstruction durable de l'identité exige à la fois des prises de conscience profondes et des pratiques quotidiennes banales. Les morning pages, un journal libre au réveil, peuvent révéler des schémas subconscients avant que les défenses de la journée ne s'activent. Les réflexions du soir aident à traiter les déclencheurs avec le recul nécessaire. Le travail sur l'ombre bénéficie de questions ciblées. Quelle émotion me fait le plus peur? Ou quand ai-je fait semblant d'aller bien pour la dernière fois? Les pratiques corporelles sont tout aussi cruciales, car le traumatisme vit dans le système nerveux. La respiration consciente, le yoga ou de simples techniques d'ancrage peuvent court-circuiter les réactions de panique lorsque d'anciens déclencheurs surgissent. Pour le travail sur l'enfant intérieur, les exercices de visualisation, imaginer réconforter son moi plus jeune, recablent progressivement les schémas émotionnels profonds. Le jeu, souvent négligé dans la guérison adulte, est étonnamment puissant. L'expression créative à travers l'art, la danse ou l'improvisation atteint des blessures préverbales d'une manière que l'analyse ne peut pas. Le soutien professionnel crée une structure nécessaire. Les modalités thérapeutiques adaptées au traumatisme comme l'EMDR ou l'expérience somatique traitent les souvenirs physiologiques stockés. Les groupes de soutien offrent une guérison communautaire, normalisant des expériences qui semblent isolantes. Même lire les récits de guérison des autres favorise la prise de conscience cruciale que si la douleur est universelle, la croissance est possible. Les outils importent moins que la régularité. De petits examens quotidiens s'accumulent en changements tectoniques d'identité. En fin de compte, la question « Qui suis-je sans mon traumatisme ?» se répond progressivement, non pas par des déclarations, mais dans des moments calmes lorsqu'un ancien déclencheur passe sans réaction, lorsqu'un rire spontané nous surprend, lorsque nous réalisons que nous avons commencé à faire des choix par désir plutôt que par peur. Ce sont les jalons d'un soi en renaissance, non dans le déni du passé, mais dans le refus d'en être éternellement défini. Le voyage dure toute une vie, mais chaque pas confirme une vérité essentielle. Nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé. Nous sommes ce que nous choisissons de devenir malgré cela. Le voyage de guérison est, au fond, un acte de souvenir, un dépouillement progressif des couches que le traumatisme a enveloppées autour de votre esprit, révélant le soi qui existait avant que le monde ne vous apprenne à cuirasser votre cœur. Vous n'êtes pas votre douleur. Vous n'êtes pas les stratégies de survie que vous avez adoptées, les rôles que vous avez joués pour rester en sécurité, ou les histoires que vous avez intériorisées sur votre brisure. Ceux-ci étaient des réponses à des circonstances, pas des définitions de votre être. La vraie guérison ne vous demande pas d'effacer votre passé ou de prétendre que les blessures n'ont jamais existé. Au lieu de cela, elle vous invite à l'intégration, le travail courageux de tisser votre souffrance dans la plus grande tapisserie de votre vie sans lui permettre de dominer le récit. Votre traumatisme est un chapitre, pas tout le livre. La colère, la peur, le chagrin, ce ne sont pas des défauts à exciser, mais des parties de votre humanité à accueillir avec compassion. Lorsque vous cessez de combattre les ombres en vous, vous récupérez l'énergie autrefois dépensée à vous cacher et la redirigez vers votre devenir. La vie au-delà du traumatisme n'est pas un fantasme lointain. Elle n'est pas réservée aux chanceux ou aux spirituellement éclairés. Elle est à vous de construire, un choix conscient à la fois dans les moments où vous choisissez la curiosité plutôt que la peur, dans les décisions guidées par le désir plutôt que la défense, dans les prises de conscience silencieuses que vous n'êtes plus qui vous étiez autrefois, et pas encore qui vous deviendrez. C'est la promesse de la croissance post-traumatique. Non que vous oublierez, mais que vous vous élèverez. Non que vous serez indemne, mais que vos cicatrices feront partie de votre force. Le soi authentique n'a jamais été perdu, seulement en attente de votre retour. Et chaque pas que vous faites vers lui, aussi petit soit-il,
est un retour à la maison. La question demeure, mais c'est désormais une invitation plutôt qu'une hantise. Qui êtes-vous sans votre traumatisme? La réponse se déploie non pas en mots, mais dans la vie que vous osez vivre au-delà de celui-ci.